Alors, deuxième étude orbitalaire de ce test 3, l'ion-cyanure. Encore une fois, une molécule diatomique, dissymétrique, avec un certain nombre de remarques qui sont très proches du cours. On commence bien entendu par analyser le schéma de Lewis, positionner les atomes, et ça c'est assez intéressant parce que du fait que vous devez respecter une valence qui ne peut pas dépasser 4 dans le cas de l'azote, et si vous partez du principe qu'un carbone c'est a priori 1s2, 2s2, 2p2, c'est-à-dire que son schéma atomique fondamental, c'est pas 4 électrons célibataires, mais bien un doublé, le 2s2, et 2 électrons célibataires, 2p2, vous avez assez naturellement une première manière d'écrire Cn- qui utilise un carbone et un azote avec un électron célibataire, de manière à faire un N-, et puis vous arrivez à un schéma de Lewis avec uniquement une double liaison entre le carbone et l'azote. Qu'est-ce que je peux dire de ce schéma de Lewis? Que du côté de l'azote, il est pas mal, puisque l'azote est entouré de 4 doublés d'électrons. Il respecte donc la règle de l'octet, mais on a un souci parce que sur le carbone, il n'y a que 3 doublés d'électrons autour du carbone, donc il y a bien une orbitale vacante que j'aurais très bien pu dessiner, et donc on ne respecte pas la règle de l'octet. Le texte signalait qu'on pouvait écrire des formes mésomères. Il faut donc bien comprendre que ces formes mésomères, elles sont là pour expliquer qu'il faut aider le carbone à s'entourer de 4 doublés d'électrons. Donc le déplacement électronique va se faire de N vers C, à l'inverse de ce que sous-entendrait une différence d'électronégativité, nous sommes d'accord, et donc on arrive à une deuxième forme mésomère dans laquelle il y aura ce coup-ci une triple liaison entre le carbone et l'azote, mais la charge moins apparaît sur le carbone, je répète, à l'inverse de ce que prévoirait une électronégativité. Donc il est intéressant de faire une étude orbitalaire pour savoir laquelle de ces deux formes mésomères est finalement la plus proche de la réalité de la structure. Le diagramme était fourni, encore une fois, il faut analyser les renseignements qu'il apporte et les justifier en faisant appel aux résultats du cours. La première des choses à noter, c'est qu'on sait bien entendu que N est plus électronégatif que C. Certains ont parlé de la position dans la ligne du tableau périodique, c'est très bien. Après, ça fait partie un petit peu des évidences. Et donc, bien entendu, ça a justifié les positions dissymétriques des OA d'énergie différentes, sachant que l'atome le plus électronégatif a des OA plus bas en énergie, on le répétera jamais assez. Encore une fois, on vous demandait à quelles conditions on pouvait envisager des interactions. Donc, même si ça a déjà été dit en l'exercice 1, on recommence à citer les deux critères indispensables. Le fait que seules des énergies voisines permettent un recouvrement et qu'il faut que ce recouvrement soit non nul. Cette phrase-là, c'est le premier socle de toute réflexion qui va vous être fournie. Lorsqu'on analyse les énergies, eh bien, il faut se poser la question de savoir si 2S et 2PZ sont d'énergie suffisamment proches. Et encore une fois, en jetant un coup d'œil au diagramme qui est fourni, vous aviez le petit repère que vous devez connaître par cœur de la particularité de l'OM5 qui est au-dessus des OM 3 et 4, dont on sait qu'elles sont les énergies de type, les orbitales moléculaires de type pi. Donc ça, c'est la preuve que je suis dans le cadre d'un diagramme de type corrélé. Il fallait compléter ce diagramme, c'est-à-dire qu'en fait, on attendait de vous que vous écriviez avec soin quelles étaient les combinaisons linéaires qui allaient apparaître. Puisque c'est un diagramme corrélé, ça veut dire qu'on part du principe que les 2S et les 2PZ, qui sont de symétrie axiale, vont interagir simultanément. 4 OA, qui vont donc donner 4 OM de nature sigma, celle que j'ai représentée en rouge. Et il faut tracer tous les pointillés sans en oublier aucun. Pour certains, vous commencez à en mettre partant d'un des 4 niveaux, mais pas les autres. Il y a plein de traits, je sais. Là, l'avantage de jouer avec des couleurs, c'est que ça va simplifier la lecture pour vous et pour le correcteur. Rien ne vous empêche de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'indiquer dessous que vous avez repéré que les 4 orbitales 2s et 2pz interagissent simultanément. Comme ça, si par hasard il manque un pointillé, alors le correcteur pourra dire l'information, je l'ai eue correctement. Si vous faites que le dessin et que vous oubliez des traits de corrélation, vous perdez nécessairement la crédibilité de votre réponse. D'où l'importance de bien rédiger. En plus de ça, il y a des orbitales de symétrie pi qui sont compatibles, la 2px et la 2py, qui donnent non seulement des recouvrements de type pi, mais des recouvrements de type pi qui sont dégénérés.
En fait, dans ce diagramme-là, on vous demandait de remettre en place les pointillés, de compléter les symétries pi, de compléter les symétries sigma et de rappeler qui est liant et anti-liant. Et ça, bien entendu, c'est du cours. Donc, il y a énormément d'informations. Beaucoup d'entre vous ont essayé de mettre tout ça sur le diagramme. Mais simplifiez-vous la vie et simplifiez la vie du correcteur. N'hésitez pas à reprendre les informations dans un tableau comme je l'ai proposé. Cela permet d'avoir sous le nez toutes les informations. Il y a eu à propos des 4 orbitales sigma un très grand nombre de grosses bêtises de dites. Vous voulez absolument que ces orbitales sigma soient les mêmes que celles que j'obtiendrai dans un diagramme non corrélé où, on le sait, l'écart énergétique entre la 2s et la 2pz est tel que les 2s se recouvrent seuls dans leur coin et les 2pz se recouvrent seuls dans le coin. Donc les représentations symboliques sont les représentations symboliques simplifiées. Je vous ai dit en cours, et cet exercice était là pour bien reprendre cette notion, que quand vous faites un diagramme corrélé, les 4 orbitales 2pz et sigma sont ensemble en recouvrement. C'est beaucoup plus compliqué d'imaginer la représentation conventionnelle et puis surtout de connaître les coefficients qui vont être affectés à chacune de ces orbitales. C'est pour ça que je vous avais fourni la représentation orbimole de ces 4 orbitales-là. Vous deviez les replacer en fonction des énergies et puis du fait que vous le savez bien, le nombre de plans nodaux va augmenter au fur et à mesure que l'énergie augmente. Donc je vous laisse reprendre le raisonnement et bien rappeler que on sait que l'orbitale moléculaire 1 de type sigma, qui est celle tout en bas, tous les pointillés descendent, ne peut être que complètement liante, très liante. Elle n'a pas de plan nodal, ça devait être l'orbitale C. Quand on change de niveau, on cherche une orbitale avec plus de plans nodaux, mais pas trop non plus, un seul suffira. On trouve que c'est l'orbitale B qui correspond à l'existence d'un unique plan nodal, et bien entendu que cette orbitale est antiliante, parce que ça on l'a appris dans le cours, que c'est une alternance liante, antiliante, liante, antiliante. Et les dessins sont là pour me rassurer quant à cette existence de plans nodaux. Et ainsi de suite. Je vous laisse prendre le temps de vérifier que l'OM5 est une OM qui aura 2 plans nodaux, qui sera effectivement liante, mais j'attire votre attention sur le fait que le recouvrement liant se fait sur des lobes des orbitales moléculaires qui sont de petite taille. Donc c'est un petit recouvrement. Donc on retrouve aussi l'information qu'on avait dit que dans les orbitales centrales, dans un recouvrement de plusieurs orbitales à la fois, celles du milieu, elles avaient des notions de recouvrement plutôt faibles. Mais ici, il fallait pas répondre quasi-non liante, il fallait appliquer le cours pour un diagramme diatomique. Vous aviez les informations de liante et antiliante qui sont connues. Voilà, je vous laisse bien analyser tout ça, finir cette petite étude et revenir vers moi si vous en avez besoin. Une fois que le diagramme est posé, qu'on a attribué les orbitales, on fait comme d'hab, on compte les électrons. Ce coup-ci, on n'oublie pas d'en rajouter un parce que c'est pas Cn qu'on étudie, mais Cn-, donc il y a un électron supplémentaire. Du coup, on propose une structure électronique pour l'ion Cn-. On calcule correctement l'indice de liaison, et il faut bien avoir pris en compte les liantes et les antiliantes pour arriver à 3. Vous aviez un peu de chance si vous les décrétiez non liantes ont tombé sur le même résultat, mais le calcul était faux. Et ça avait pour intérêt de vous permettre d'affirmer que finalement, la structure de Lewis qui est la plus probable pour l'ion cyanure, c'est bien celle qui possède une triple liaison et celle pour laquelle la charge moins est sur le carbone.